18 Brumaire en 8. C'est la première étape d'une conjuration où le pouvoir civil, représenté par Sieyès, et le pouvoir militaire, incarné par Bonaparte, s'allient pour renverser un régime, le Directoire. Volonté d'un retour à l'ordre, crainte d'une restauration, amour de la République ou peur des réactions néo-jacobines, les motivations sont aussi nombreuses qu'en sont les acteurs. Dans la nuit du 19 au 20 Brumaire, malgré une conduite malmenée et des postures discutables, un homme est parvenu à s'affirmer nettement sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Cet homme, c'est Bonaparte. Avec la chute de Robespierre, les thermidoriens rouvrent le jeu politique en mettant fin à la terreur et en instaurant un nouveau régime le 26 octobre 1795, le Directoire. Ses membres vont continuer l'œuvre révolutionnaire. Ils sont républicains et veulent consolider les idéaux de la Révolution, et notamment les libertés fondamentales. Mais ceci, ils ne le souhaitent pas à n'importe quel prix. Le suffrage est désormais censitaire et le pouvoir repose sur les notables et les propriétaires, seuls à même de désigner les membres des assemblées, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, qui ont seuls l'initiative des lois. Le pouvoir exécutif, quant à lui, est confié à 5 directeurs, qui nomment les ministres et dirigent la politique extérieure. Complété par une loi appelée Décret des 2/3, qui accorde aux anciens conventionnels les 2/3 des sièges, le Directoire essaie comme il peut de limiter les changements politiques trop brutaux. De nombreux auteurs ont glosé sur le fait que cette constitution comportait trop d'éléments défavorables pour stabiliser le pays. Or, les rouages du Directoire ne sont pas les seuls responsables. Les hommes qui ont eu la garde de la Constitution l'ont souvent malmenée, notamment quand il la sentait menacée, à droite comme à gauche. Le 13 Vendémiaire, en 3, les royalistes se soulèvent. Pour en finir, on fait déjà appel au général Bonaparte et à son chef d'escadron Murat, qui, pour rétablir l'ordre, tire sur les réfractaires postés sur les marches de l'église Saint-Roch. En septembre 1797, le 18 Fructidor en 5, alors que les royalistes progressent lors des élections, les nouveaux députés sont aussitôt écartés. En 1798, c'est au tour des néo-jacobins d'en faire les frais, lors du 22 Floréal en 6, et dans seulement 49 départements, les élections sont validées. Ainsi, sur le plan politique par un comportement jouant avec l'illégalité et le non-respect des institutions, le personnel politique du Directoire, au lieu de conforter le régime, va peu à peu le discréditer en créant des précédents qui serviront aux conjurés du 18 Brumaire, au premier rang desquels Bonaparte. C'est d'autant plus difficile que l'état économique et monétaire du pays aggrave la situation. Peu de secteurs prospèrent, et des pratiques douteuses comme celles des fournisseurs à l'armée jouant sur la corruption et la spéculation, ou encore celles des trafiquants des biens nationaux, encouragent les rejets de l'opinion. La chute des prix, malgré des récoltes correctes, alimente l'impopularité du Directoire dans les campagnes comme dans les villes, alors que dans le même temps, le personnel politique, de manière indécente, affiche une opulence sans vergogne, à l'instar d'un des directeurs, Barras, même si on a parfois trop exagéré sur l'immoralité des acteurs. Enfin, en 1799, la France continue la guerre à l'extérieur et creuse davantage son déficit, mettant à mal ses finances. Une nouvelle coalition anglaise, russe et napolitaine aligne 350 000 hommes face aux armées du Directoire. Au printemps, les Français sont bousculés sur le Rhin et en Italie, et les républiques sœurs s'effondrent. Parallèlement à tout cela, que ce soit chez certains députés, dans le milieu bourgeois ou dans celui de la presse, l'idée d'une réforme constitutionnelle fait son chemin. Le groupe des penseurs, des idéologues, fondé par Antoine d'Estu de Tracy, comme les philosophes des Lumières, ne dénigre pas un certain despotisme éclairé, et ils apportent avec eux une caution intellectuelle. Influent dans l'entourage de Barras, 2 personnes se détachent. Madame de Staël, de retour dans sa patrie en 1796, ne cache pas ses idées. Dans un manuscrit resté dans l'ombre pendant plus d'un siècle et intitulé dans des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution, elle avance un projet constitutionnel clair. Suppression du Conseil des Anciens remplacé par un Sénat, nombre de directeurs limité à 3 avec la possibilité de dissoudre les 500, et surtout renforcement de l'exécutif avec veto suspensif pour les lois. Benjamin Constant,
Accessoirement amant de Madame de Staël, n'est pas en reste pour défendre une refonte des institutions. Exclu pour un temps de la compétition électorale, il se lie avec un des hommes clés de l'année 1799, à savoir Sieyès. Le 14 juillet 1799, lors de la fête de la Fédération et de la prise de la Bastille, un homme s'enflamme à la tribune. Il s'en prend violemment aux néo-jacobins et refuse un retour à une république radicale. Cet homme, c'est Sieyès. Son ennemi est clairement identifié et paradoxalement, il doit servir sa cause. Sieyès est un grand homme de cette période. En 1789, il est l'auteur d'un texte fondateur de la Révolution française, Qu'est-ce que le tiers-État, mais aussi le rédacteur du Serment du jeu de paume. Ses contemporains le trouvent cependant distant et mystérieux. Mirabeau pointe son silence en le désignant comme une calamité publique. Robespierre le qualifie de taupe de la Révolution. Pendant la Terreur, il explique qu'il a simplement vécu. Attaché à la République, il est à la recherche d'une constitution idéale capable de mettre en avant l'ordre et l'autorité. Pour ce faire, en 1799, Sieyès, récemment choisi directeur par les anciens, doit trouver le militaire qui lui permettra d'imposer aux assemblées la transformation du régime. Il pense au général Joubert, mais celui-ci s'est fait tuer à la bataille de Novi, en Italie, le 15 août 1799. Il se reporte alors sur Bernadotte, qui tergiverse, puis sur Moreau, qui vient tout juste d'apprendre le débarquement de Napoléon Bonaparte à Fréjus, et qui aurait rétorqué à Sieyès « Voilà votre homme, il fera l'affaire mieux que moi ». Sieyès l'entend, mais il hésite encore. Bonaparte est en effet de retour de sa campagne d'Égypte, et il ne revient pas par hasard. Il en est conforté par les nouvelles qui lui parviennent du Directoire et par les rumeurs de préparatifs de coup d'État, mais aussi par sa notoriété qu'il a construite pas à pas. Alors qu'après le siège de Toulon, en 1793, il demeure encore un illustre inconnu pour l'ensemble des Français, à son retour de la campagne d'Italie en 1797, en revanche, il est acclamé comme un héros. Le vainqueur d'Arcole est alors reçu solennellement par le Directoire au Palais du Luxembourg, en même temps que le peuple de Paris investit les rues pour l'acclamer. Le 25 décembre, c'est au monde intellectuel de l'introniser à l'Institut, dans la section mécanique des sciences physiques. Cette notoriété acquise, il en a été un des promoteurs en mettant en place un système de propagande efficace, aidé, il faut aussi le dire, par la presse parisienne qui en a fait un demi-dieu. Par les brochures véhiculées au sein des garnisons, il a aussi créé une véritable clientèle dans son armée. Dans les salons, il est le général à la mode, le plus civil des généraux, comme il aime à s'appeler. En 1799, il parvient à dissimuler le semi-échec de la campagne d'Égypte grâce à la victoire d'Aboukir. Sa gloire a grandi, car elle a duré. Quand Napoléon Bonaparte débarque à Fréjus le 8 octobre 1799, il comprend que cette reconnaissance est désormais nationale. Les Français le fêtent au bord des routes. À Avignon, il est acclamé. À Lyon, on tire des feux d'artifice ou on joue des pièces de théâtre en son honneur. Mais Napoléon Bonaparte reste prudent. Au fur et à mesure qu'il se rapproche de Paris, il se fait plus discret pour ne pas inquiéter le Directoire. Dans la capitale, c'est son frère Lucien Bonaparte, président du Conseil des 500 depuis fin octobre 1799, qui va permettre le rapprochement avec Sieyès. Pourtant, ce n'est pas vers lui que Bonaparte se tourne naturellement en premier. Le général a réfléchi, consulte beaucoup, car rien n'est encore écrit. Il veut agir, mais il a besoin de soutien politique et financier qui légitimerait son action. Il faut aussi que lui soit acquise la garnison de Paris, et encore mieux, la garde des conseils et du directoire. Dès son arrivée, après avoir réglé quelques éléments plus intimes, Bonaparte se présente devant le gouvernement qui, réticent au départ, reçoit quand même les justifications quant à son retour. Puis il rentre chez lui, sort peu, car on vient à lui. Une cohorte incalculable de personnalités se bouscule pour le saluer. Le poète Arnaud, l'avocat Roderer, le financier Collot, les scientifiques Monge et Berthollet, les officiers aussi, comme Berthier ou Murat. Bonaparte sait cependant que sa marge de manœuvre est étroite. Il ne peut plus marcher avec Barras, qui l'agace car il n'arrête pas de dire qu'il lui doit tout.
il le trouve en plus trop compromis. Il s'est également éloigné des Jacobins dont il ne partage plus trop les pratiques politiques. Il reste alors parmi tous Sieyès. L'entrevue décisive a lieu dans la nuit du 1er au 2 novembre, rue Verte, chez le frère de Bonaparte, Lucien. Sieyès expose alors au général sa constitution. Il explique qu'il veut qu'il intervienne pour la partie militaire. Mais Bonaparte le coupe et développe aussitôt son plan, à savoir le transfert à Saint-Cloud des assemblées, la mise en place d'un gouvernement provisoire composé de 3 consuls. Bonaparte fait clairement comprendre à Sieyès que s'il n'accepte pas, cela sera sans lui. C'est à prendre ou à laisser. Le directeur est tout d'abord surpris. Le projet qu'il fomente depuis longtemps lui échappe désormais. Son travail sera encadré et le texte définitif de la Constitution devra être accepté par le peuple. Entre le 2 et le 9 novembre, il leur faut préparer la conjuration. L'argent joue son rôle. Bonaparte a dû utiliser sa fortune personnelle qu'il a fait fructifier grâce aux saisies et aux retenues des campagnes. Mais cela n'est pas suffisant. Il a besoin de financiers, de banquiers pour acheter des personnes qui ne lui seraient pas acquises de fait, pour imprimer les textes, pour acquérir des armes et pour l'essentiel de la logistique. Proche des milieux d'argent, Cambacérès, allié de Bonaparte, va faciliter les échanges. Craignant le péril jacobin, souhaitant réaffirmer les principes libéraux, nombre de financiers voient d'un bon œil le soutien apporté au général, car il permettra de restreindre des mesures trop lourdes prises par le Directoire qui entravent la liberté du commerce et de l'industrie. Parmi ces financiers, 2 noms se détachent. Le premier, Collot, aurait amené la coquette somme de 500 000 à 2 millions de francs. Ancien fournisseur de viande à l'armée, Collot sait que cette aide pourrait lui apporter grandement, d'autant qu'il a des retards d'impôts conséquents avec le Directoire. Le deuxième, Ouvrard, proche de Barras, fera preuve d'une réelle générosité, mais seulement une fois le coup d'État du 18 Brumaire lancé. L'argent n'est cependant pas tout. Il faut aussi évaluer les soutiens qui sont indispensables à la réussite du coup d'État. Outre les financiers, Bonaparte et Sieyès peuvent compter sur des hommes politiques d'importance comme Fouché, ministre de la Police, ou encore Talleyrand, ancien ministre des Affaires étrangères. Tous deux vont jouer un rôle crucial dans la bonne conduite du coup d'État, l'un en ne divulguant aucune information, l'autre en menant des tractations officieuses importantes. Dans d'autres milieux, des hommes d'influence vont aider le général, comme l'avocat Roderer ou encore le médecin Cabanis. Bonaparte peut également compter sur le soutien d'officiers supérieurs comme Sébastiani ou le général Berthier. Reste l'essentiel, à savoir le comportement des assemblées et des directeurs. Des 2 assemblées, le Conseil des Anciens est avec eux. Pour le Conseil des 500, l'opération est plus délicate, mais Lucien Bonaparte, président récemment élu, pourrait jouer un rôle de tampon. Pour ce qui est des directeurs, Sieyès et Ducos vont démissionner. Mais il reste Barras à convaincre. Pour Goyer et Moulin, réfractaires à la conjuration, il y a peu d'espoir. Il est décidé qu'ils soient sous surveillance, sous la garde d'un général. Le coup d'État était normalement prévu le 16 Brumaire, mais Bonaparte demande à ce qu'il soit reporté de 2 jours, car il avait encore des entretiens à mener avec des chefs militaires, ce qui lui fut bien utile car il comprit ainsi que les généraux Jourdan et Bernadotte ne le suivraient pas. Sieyès n'est pas informé de tout. Son nom n'apparaît pas dans les futurs imprimés qui seront placardés dans Paris. Le piège se referme peu à peu sur lui et il ne s'y opposera pas, car ce qu'il ne veut surtout pas, c'est d'une nouvelle guerre civile. À l'aube du 9 novembre 1799, tout va être mis en œuvre pour dissimuler la dimension du coup d'État en respectant le plus possible une démarche constitutionnelle. À 5 heures du matin, des messagers partent convoquer les anciens pour une séance extraordinaire aux Tuileries, alors qu'au même moment, 3000 hommes des 8e et 9e régiments de dragons et du 21e régiment de chasseurs sortent de leur caserne, désobéissant de fait au ministre de la guerre. Rue de la Victoire, où se trouve Bonaparte, un nombre important d'officiers en tenue se positionne à partir de 6 heures du matin. Le dispositif militaire se déploie sous les ordres, entre autres,
de Sébastiani et de Murat. Les lieux stratégiques sont sécurisés, la place de la Concorde et les Tuileries surtout. À 7 heures du matin, dans l'ancienne salle de la Convention, le Conseil des Anciens se réunit à la lueur des bougies. Les articles 102 et suivants de la Constitution sont mis en avant. Ils stipulent qu'en cas de troubles graves dans la capitale, sur décision des Anciens, les conseils peuvent s'éloigner de Paris et siéger dans la ville de leur choix. Agitant le danger jacobin, les Anciens décident donc de transférer les conseils à Saint-Cloud pour le lendemain, en même temps qu'ils nomment Bonaparte à la tête des troupes de Paris. Le général est convoqué. Entre 8h et 9h, un cortège important suit Bonaparte jusqu'aux Tuileries. Une foule l'acclame. À 10h, le général pénètre dans la salle des séances. Il prête serment à la Constitution, mais il n'est pas très à l'aise. Son discours est long et il se perd un peu, mais il est une nouvelle fois acclamé, cette fois-ci par les Anciens. Sortant dans la cour, devant les troupes, Napoléon Bonaparte reprend de sa superbe en apercevant Botho, le secrétaire de Barras, à qui il dit « Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si brillante ? Je vous laisse la paix, j'ai retrouvé la guerre. Je vous ai laissé des victoires, j'ai retrouvé des revers. Je vous ai laissé des millions d'Italie, j'ai partout retrouvé des lois spoliatrices et la misère. » Par ce discours ingénieux, Bonaparte mobilise les troupes et montre qu'il maîtrise parfaitement la situation. Comme prévu ensuite, les directeurs Sieyès et Ducos démissionnent, suivis de Barras dont la lettre de retrait a été préparée par Roederer et Talleyrand et présentée par ce dernier au principal intéressé. Après un bain fort long et en échange d'une somme d'argent rondelette, Barras accepte de se retirer de la vie politique. Pour Goyer, président du directoire, il doit signer les décisions prises par le Conseil des Anciens. Il le fait après quelques résistances, par dépit, sans approuver. Avec l'autre directeur réfractaire Moulin, il sera mis sous surveillance rapprochée par le général Moreau et 300 fantassins. En fin d'après-midi, la partie constitutionnelle du coup d'État est close. C'est une réussite. Et il faut alors préparer la journée du lendemain. Aux Tuileries, on reçoit beaucoup. On prépare les dispositions pour le château de Saint-Cloud et une réunion a lieu autour de Bonaparte avec les principaux parlementaires conspirateurs et les anciens directeurs, Sieyès et Ducos. Entre la mobilisation des cercles jacobins prêts à faire échouer le complot le lendemain, le rejet d'une partie des députés des 500 et la méfiance qui s'installe pour certains anciens, Bonaparte comprend en rentrant chez lui que des obstacles sont encore à lever. À 1h du matin, il dit à Bourrienne, son secrétaire rapproché, « Cela n'a pas été trop mal aujourd'hui. Nous verrons demain. » Mais le général n'oublie pas en s'endormant de garder à côté de lui 2 pistolets bien chargés. Au matin du 19 Brumaire, l'activité est à son comble au château de Saint-Cloud. On a pris du retard. On tapisse, on martèle, on meuble et on décore. Rien ne sera prêt pour 11h comme prévu, hormis le dispositif militaire dissuasif déjà installé, 5000 hommes pour la plupart des fantassins de la garnison de Paris autour du château, et dans la cour d'honneur, les gardes du Conseil législatif. Tout cela ne réjouit pas Bonaparte qui arrive nerveux, acclamé par les uns, chahuté par les autres, par les cris de « Vive la Constitution ». Les députés vont avoir la possibilité de déjeuner ensemble et d'échanger. Certains se rendent compte du piège dans lequel on les projette. D'autres, même parmi les anciens, commencent à douter des intentions de Sieyès, qui n'en a pas dit assez. Et c'est ainsi que la journée du 19 Brumaire, moins bien préparée que celle du 18, ne va pas prendre la tournure envisagée par les conjurés. Finalement, les séances débutent à 13h30, à l'Orangerie pour les 500 et au Salon de Mars pour les anciens. Les séances sont publiques et 200 personnes ont la possibilité d'y assister. Au Conseil des 500, la séance débute de manière mouvementée. Le député Gaudin demande la création d'une commission qui permettra de statuer sur la situation. Sentant le jeu de dupes, le jacobin Delbrel, au nom des siens, prend la parole et demande à ce que chaque député prête serment à la Constitution de l'an 3, en ajoutant « Ceux qui refuseront seront des traîtres à la patrie ». Au milieu du tumulte et parfois des insultes, sa proposition est acceptée, ce qui suspend de fait les travaux avec un risque d'embourbement politique. Lavalette,
aide-de-camp de Bonaparte, fait la navette et tient au courant le général qui s'agace et comprend que le coup d'état parlementaire est en mauvaise passe. D'autant que les anciens eux-mêmes tergiversent. Leur président, le Mercier, doit faire face à ceux qui n'ont pas été convoqués la veille et le décret préparé par Fargue, qui doit créer un consulat provisoire, n'est toujours pas adopté. Bonaparte bouillonne et des nouvelles provenant de Paris ne le rassurent pas. On tenterait de soulever certains faubourgs comme celui de Saint-Antoine. À 16h, c'en est trop. Le général décide de descendre l'escalier et se rend au Salon de Mars où se trouvent les anciens. Il profite en cela d'une suspension de séance pour rester dans la légalité. Mais il est maladroit. On ne peut pas ainsi s'adresser à une assemblée comme on s'adresse à une armée. L'art du politique est aussi l'art du discours et ses phrases sont trop décousues. Quand on l'interpelle sur la Constitution, il rétorque « La Constitution, vous l'avez vous-même anéantie. Elle n'obtient plus le respect de personne. » Certains de ses propos apparaissent plus comme des tentatives d'intimidation que comme des moyens persuasifs. Ainsi, quand il déclame « Souvenez-vous que je marche accompagné du dieu de la guerre et de la fortune ». Il est temps pour lui de sortir. L'accueil des anciens est plus que mitigé. En débouchant dans la galerie, Bonaparte croise Augereau qui l'interpelle. « Te voilà dans une jolie position. Tu ne sais plus ce que tu dis. » Ce à quoi Napoléon rétorque « Tiens-toi tranquille, le vin est tiré, il faut le boire. » Déterminé à précipiter les événements, Bonaparte se rend alors à l'Orangerie. Il n'a pas le droit d'y rentrer. Les députés sont en pleine séance. Qu'importe, il faut aller plus vite et le coup d'état militaire peut alors commencer. Le général en armes est accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Les invectives fusent. Mort au tyran, à bas le dictateur. Mais surtout, la menace suprême de hors-la-loi qui conduit à la guillotine. Bonaparte s'avance seul vers la tribune, mais il se sent étouffé et devient livide. Il manque de s'évanouir. Les généraux Murat et Lefebvre, accompagnés de grenadiers, viennent à sa rescousse et l'évacuent. On dit que certains voulurent le poignarder, le fameux mythe des poignards. Mais ceci ne serait finalement que légende basée sur le fait qu'un des grenadiers Thomé a eu sa vareuse déchirée. C'est un Bonaparte en sueur, au visage ensanglanté car le général s'est gratté, qui reprend difficilement ses esprits à l'extérieur. Dans le même temps, au Conseil des 500, Lucien tente de reprendre la main. Il est 17h. Il sait que le temps est compté. Il doit interrompre la séance où tout est fini. En entendant le vœu pour certains de déclarer Bonaparte hors la loi, il refuse d'aller dans ce sens et dépose son écharpe et sa toge, mais il est difficile pour lui de s'échapper car on lui bloque le passage. Bonaparte croit qu'il est déjà déclaré hors la loi et il se retourne vers la fenêtre pour crier aux armes en direction des troupes. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il comprend que la véhémence de l'Assemblée peut le servir pour une intervention plus musclée. Ne peut-on d'ailleurs pas dire que celle-ci a cherché à l'assassiner ? Il demande alors à ce que l'on libère son frère, toujours au Conseil des 500. Et aussitôt, le président en ressort escorté par des grenadiers. Il rejoint Bonaparte et tous deux vont au-devant des troupes. Lucien va les galvaniser. Citoyens soldats, le président du Conseil des 500 vous déclare que l'immense majorité de ce conseil est en ce moment sous la terreur de quelques représentants du peuple astylé. Lucien n'oublie pas de préciser qu'ils ont parlé de mettre hors la loi Bonaparte alors qu'il est chargé d'exécuter un décret décidé par le Conseil des Anciens. Puis théâtralement, en un acte digne de la tragédie, il se tourne vers Bonaparte et pointe une épée sur sa poitrine en disant « Je jure de lui percer le sein si jamais il porte atteinte à la liberté des Français ». Cette fois-ci, les troupes sont prêtes à intervenir. Elles mettent leurs baïonnettes au canon et suivent les ordres de Murat. En pénétrant dans l'orangerie, celui-ci s'adresse aux députés. « Citoyens, vous êtes dissous ». Puis par une formule plus fleurie, Murat dit aux soldats « Foutez-moi tout ce monde-là dehors ». C'est on ne peut plus clair. Les députés sont poussés vers le fond de la salle et nombreux sont ceux qui disparaissent en passant par les fenêtres assez basses. Sans aucun coup de feu, sans avoir versé le sang, le coup d'état militaire vient de réussir et le brouillard qui enveloppe les hommes fuyant dans le parc de Saint-Cloud met également un point final au directoire. L'orangerie est désordonnée, plongée dans le silence. À la nuit tombante, le Conseil des Anciens constate la vacance du pouvoir
et vote un décret qui ne satisfait ni Bonaparte ni Sieyès, car il n'évoque aucune réforme constitutionnelle. Il faut donc reconstituer à la hâte le Conseil des 500 avec les plus dociles et ceux que l'on arrive à rattraper. Une centaine revient. Cabanis et Boulay prononcent alors la fin du régime directorial et un consulat formé de 3 hommes est instauré. Il est décidé que provisoirement, en attendant que la nouvelle constitution soit votée, cela soit Bonaparte, Sieyès et Ducos. À 4 heures du matin, les 3 consuls prêtent serment de fidélité à la souveraineté du peuple et le lendemain, il est décidé que Bonaparte soit nommé premier consul. On a souvent avancé, à l'instar d'un Malaparte, que le 18 Brumaire était un coup d'État moderne. Même s'il comporte un volet militaire bref mais marqué, le 9 novembre 1799 n'est pourtant pas un putsch, mais bien un coup d'État parlementaire. Il se caractérise par l'appropriation du pouvoir par des moyens illégaux, mais il n'en reste pas moins légitime pour beaucoup de Français, au vu de la situation critique dans laquelle se trouvait alors la France. Les conjurés ont d'ailleurs voulu le parer d'un semblant de légalité. Ce pardon accordé à Napoléon quant à son accession au pouvoir est renforcé par le fait qu'il a réussi ensuite à ramener l'ordre et à réaffirmer l'autorité de l'État, mettant notamment fin à la guerre civile. En comparaison avec le coup d'État du 2 décembre 1851, réalisé par son neveu Louis-Napoléon 50 ans plus tard, et qui se fit dans le sang, le coup d'État du 18 Brumaire apparaît ainsi comme un mal nécessaire, marqué du vœu de la nation.